camarades d'autorité morale. Nous avons l'honneur cet après-midi d'accueillir notre autorité morale qui est de passage en Europe pour de visites officielles et qui a accepté de nous consacrer ces quelques minutes que nous passerons avec lui ici. Je demanderai, comme c'est le mois de la femme, que la responsable de la Ligue de femmes nous fasse une animation. AFDC, Makasi Kongo. AFDC, Ngolo za Kongo. AFDC, Bukola Makonzi. AFDC, Nguvu za Kongo. AFDC, Force Congo, Force Congo, Force Congo. Encore. AFDC, AFDC, Ngolo za Kongo. AFDC, AFDC, Nguvu za Kongo. AFDC, Force Congo, Force Congo, Force Congo. À notre secrétaire général chargé des relations extérieures, le professeur Georges Bieraghi, pour pouvoir présenter les différentes délégations. Seigneur, merci, nous te rendons toute la gloire. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Restons France, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'humble main d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons son soleil, nous assurerons sa grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. merci. Camarades d'autorité morale, avec tout le respect que nous vous devons, nous voici devant vous, dans cette salle de l'hôtel. Louise, pour vous recevoir, afin d'écouter ou de participer à cette causerie morale. Et je m'en vais avec votre autorisation, camarade d'autorité morale, vous faire une présentation sur ça. Je vais commencer par la plus grande fédération de l'AFDC à l'étranger, et j'ai cité ici la Fédération de France.
parlons ici de la Fédération d'Espagne. Nous appelons aussi la délégation de la Hollande et la délégation de l'Allemagne. Nous avons aussi des amis qui sont venus de la Suisse. Voilà. Président fédéral, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je demanderai aux différentes fédérations de Belgique réunies de se lever pour saluer l'autorité morale, c'est-à-dire je demanderai aux différentes fédérations de Belgique réunies de se lever pour saluer l'autorité morale, c'est-à-dire bonjour. AFDC. 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 Force du Congo. Force du Congo. Force du Congo. Chers camarades, c'est un grand plaisir et un honneur que de me retrouver devant vous aujourd'hui, 11 mars 2023, ici à Bruxelles, devant un échantillon représentatif de l'AFDC et AFDC alliés sur le continent européen. Je dois sincèrement vous remercier pour vous être disponibilisé spontanément, parce que c'est en 24 heures finalement que le message vous a été envoyé, et voilà que vous vous êtes mobilisés, du moins les membres des différents comités, pour qu'on se retrouve aujourd'hui. Je saisis cette occasion pour vous dire que je suis venu avec deux missions essentielles. Je peux même dire trois. La première, c'était en fait celle de m'inscrire dans le combat que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé de mener sur le plan diplomatique pour ramener la paix durable dans notre pays, c'est-à-dire dénoncer l'agression dont notre pays est victime et ainsi demander la coopération et l'appui de tous les pays amis, tous les pays avec lesquels nous pouvons entretenir ou nous entretenons des relations. C'est ainsi que, en peu de temps, je me suis rendu au Grand-Duché du Luxembourg, où j'ai été reçu par les plus hautes autorités du pays, en commençant par le grand-duc lui-même, donc le roi, le prince, mais également par le président de la Chambre des députés, mais aussi le président du Conseil d'État. Et donc, nous avons eu des entretiens francs et directs, et nous avons démontré comment nous sommes agressés, et nous avons démontré également tout ce que nous avons pu faire depuis 1994, c'est-à-dire notre hospitalité en accueillant les gens qui fuyaient la mort. Et voilà que depuis ce temps-là, nous n'avons jamais connu de paix, surtout à l'est du pays. C'est comme si on nous reprochait d'avoir été gentils, d'avoir été cléments, d'avoir été si accueillants à l'égard d'un peuple frère, d'un peuple africain, un peuple voisin. Mais tous les problèmes se sont transportés sur notre territoire, et comme vous le savez, il y a eu beaucoup de morts, des millions de morts sur notre territoire,
Et parmi ceux qui ont fui, et malheureusement et collatéralement, des Congolais, beaucoup de millions de Congolais sont décédés du fait de cette tragédie de ceux qui fuyaient la mort au Rwanda après le génocide que nous avions condamné, mais nous estimions qu'on s'est beaucoup tué sur le génocide des Congolais, parce que quand vous regardez le nombre de Congolais qui ont péri dans cette tragédie, c'est plus de 5 millions selon les documents qui ont été diffusés jusqu'à ce jour. Et donc, nous nous sommes dit, il n'est pas normal que nous, qui avons ouvert nos frontières pour recevoir des gens qui étaient en détresse, que nous puissions payer le lourd tribut. Et comme si cela ne suffisait pas, maintenant, on cherche à prendre nos terres, on prend nos minéraux, on prend nos produits agricoles, on fait de sorte que nous ne puissions pas développer l'activité touristique dans cette région, une activité qui jadis contribuait au budget de l'État. Et comme vous le savez, là où il y a la guerre, eh bien, c'est le retard en termes de développement. Beaucoup de nos compatriotes sont des déplacés. Depuis 1994 jusqu'à ce jour, on n'a jamais eu une paix durable dans cette région. Quand il y a une petite accalmie, au moment où on veut décoller, il y a toujours des gens qui surgissent, tantôt les Mutebusi, tantôt les Makenga, tantôt les Ntaganda, et ainsi de suite, CNDP, et tout quanti, comme vous le savez. Et donc, nous avons expliqué tout cela, et nous avons démontré que nous ne méritons pas cela. Et malheureusement, et nous devons le reconnaître, le lobbying du Rwanda et du groupe énilotique est très puissant, il a beaucoup fonctionné, à telle enseigne que c'est seulement leur point de vue qui passait et le nôtre n'était pas suivi, ou même lorsque nous parlions, on sentait que les grandes puissances étaient plus du côté de ceux qui nous agressent. Et donc, nous avons eu l'avantage de faire comprendre aux autorités luxembourgeoises qui ont reconnu qu'ils ont, le Luxembourg a de très bonnes relations et a soutenu même plusieurs projets au Rwanda, mais ils ont dit désormais ils auront une nouvelle lecture sur la situation. Et donc, c'est fort de cet engagement et de ces promesses qu'on s'est séparés. En tout cas, tout s'est très bien passé. Nous sommes partis de là, on est passé au Portugal, c'est le même langage partout où nous sommes passés. Et ici, au niveau de la Belgique, lorsque nous avons pris part à la conférence sur le financement des petites et moyennes entreprises et le développement durable, organisée par Crédasur, nous avons encore enfoncé le clou pour démontrer qu'il faut que nous puissions compatir avec les peuples de l'Est qui sont en train de souffrir innocemment, mais également qu'il fallait que nous puissions tous travailler pour ramener la paix en République démocratique du Congo et surtout en tenant compte du combat que mène son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était la première mission. La deuxième mission, c'était en fait de participer à la conférence dont je viens de parler, qui est une 4e conférence organisée par Crédasur. C'était une initiative d'une jeune dame belge, mais d'origine congolaise, Madame Esther Micheng, qui m'avait abordé et qui avait abordé également le ministre d'État, le député fédéral André Flao, et qui nous a fait comprendre qu'il faudrait que la diaspora congolaise puisse jouer un rôle, surtout que certains et certaines Congolais sont porteurs de bons projets, mais ils n'ont pas accès au crédit. Et la formule a été de voir dans quelle mesure on peut faire de sorte que ces Congolaises et Congolais puissent accéder
au financement, au crédit, aux meilleures conditions et en levant les barrières, notamment celles liées aux garanties. Parce que très souvent, quand on n'a pas de garantie, il est difficile d'accéder au financement. C'est ainsi que dans ces réunions, nous avons amené et les banquiers, et le Fonds de promotion de l'industrie, et l'agence d'exportation, de promotion des exportations, et également, bien sûr, la formation professionnelle à partir de l'INPP, mais il y avait aussi des banquiers et des assureurs. Et la formule qui a été trouvée, c'était celle de voir comment les compagnies d'assurance pourraient prendre sur elles la garantie de manière à ce qu'ils permettent par aval aux Congolais et aux Congolaises de la diaspora de bénéficier du financement, quitte aux compagnies d'assurance de s'assurer que ces projets-là vont être bien exécutés pour générer des revenus pour rembourser les crédits. Et donc, les compagnies se portent garantes en place et lieu des Congolais et Congolaises qui présentent le projet, pourvu que le projet soit bancable et soit un bon projet. C'était l'objectif principal de cette conférence et nous avons eu beaucoup d'échanges là-dessus. Nous avons même recommandé qu'il y ait un protocole d'accord entre Bio. Bio, c'est un organisme étatique belge qui octroie des crédits aux petites et moyennes entreprises. Donc qu'il y ait un protocole entre le Fonds de promotion de l'industrie de la RDC et Bio, de manière à ce que les Congolaises et Congolais puissent accéder facilement au crédit. Parce que bon, Bio, jusque l'année passée, ils ont quand même distribué des crédits dépassant les 650 millions d'euros. Ce n'est pas peu de choses. Et je pense que nous, nos projets, si on a des micro-projets, quand déjà on peut avoir un crédit d'1 million, 2 millions de dollars, de 500 000 dollars, de 100 000, de 50 000, si le projet est bien présenté, il y a lieu d'espérer que ce projet-là pourra générer des revenus pour que, primo, on rembourse les crédits, mais que aussi la personne qui a introduit le projet puisse gagner de l'argent, donc réaliser des profits et des bénéfices. Nous avions également dit qu'en dehors des intervenants privés, donc comme Bio et FPI, il y a aussi des financements publics. Et nous avons écouté Enabel qui a présenté son programme pour l'année 2023 et l'année 2024. Mais il y avait aussi d'autres organismes qui interviennent justement dans plusieurs domaines. Et donc, cette conférence débouché sur des recommandations. Et nous voudrions en tout cas qu'on sorte de la théorie pour que réellement tout cela puisse se traduire dans les faits. Et donc nous ferons de sorte que au niveau de notre parti politique, AFDC, les informations soient distribuées à tout le monde de manière à ce que ceux qui ont des idées, ceux qui ont des projets puissent également y accéder et voir dans quelle mesure ils peuvent réaliser certains projets et sortir un peu de la dépendance. Parce que quand on est employé, on est dépendant. Mais quand on est entrepreneur, on est soi-même patron de soi-même. Et donc, c'est quand même, il y a une grande différence. Ça, c'était donc le deuxième objet. Le troisième, c'était de profiter de mon passage pour échanger avec vous sur la situation du pays en ce moment. Et là, nous aurons un débat libre. Deuxièmement, vous rappelez que tout parti politique, on le met sur pied, on le crée pour conquérir, exercer le pouvoir. Et que donc, comme nous allons vers les élections et que l'enrôlement a déjà commencé et va bientôt prendre fin, il faudrait que les membres de l'AFDC aient d'abord des ambitions, parce que si vous n'avez pas d'ambition, le parti n'aura jamais de siège,
Et si un parti n'a pas de siège, on ne peut pas dire qu'il est grand. Parce que c'est ça l'indicateur. Quand on dit qu'un parti est grand, c'est en fonction de ses élus, du nombre de ses élus et mandataires. Si aujourd'hui on dit, j'ai vu un sondage qui a attribué à l'AFDC le tout premier prix, après un sondage réalisé sur 8 millions de Congolais, et à l'issue de ce sondage, l'AFDC a été primé comme premier parti le plus grand, le mieux implanté, le mieux organisé en République démocratique du Congo. Je pense que vous avez suivi ça par les médias, mais on pourra aussi vous envoyer la copie donc, du brevet qui nous a donné ce prix-là. Pour la bonne et simple raison qu'au sein de l'Union sacrée de la Nation, nous sommes le tout premier, vous le savez, avec 41 députés nationaux, 70 députés provinciaux et 13 sénateurs, des gouverneurs, des présidents des assemblées, ainsi de suite. Et donc, mais nous, en tant que parti, nous voulons rester toujours en première position. Mais pour y arriver, il faut que les uns et les autres expriment leurs ambitions. Évidemment, une ambition doit être bien calculée, bien mesurée. Parce qu'on ne se porte pas candidat pour le plaisir de se porter, sinon vous risquez de gaspiller les ressources. Mais ce qui est important, il faut toujours essayer. Parce que nous avons le système des listes. C'est-à-dire, sur une liste, vous pouvez avoir quelqu'un qui est fort, qui a 15 000 voix, un autre apporte 3 000 voix, un autre apporte 1 000 voix. Tout fait nombre parce qu'après, on va faire la sommation de tous ces résultats et c'est ça la force de la liste. Mais tout cela doit être bien étudié. Nous avons tout un secrétariat national chargé du processus électoral qui bientôt va commencer à éditer des bulletins d'information. On doit vous fournir les informations sur comment procéder lorsque vous avez des ambitions et quelles sont les conditions minimales qu'il faut réunir, mais également comment communiquer avec la base, parce qu'on ne communique pas n'importe comment. Pour communiquer avec la base, il faut d'abord connaître les préoccupations de cette base-là et viser justement à apporter une réponse à sa préoccupation. C'est-à-dire que si vous savez que là-bas, dans ce quartier, le problème épineux, c'est un pont qui est cassé, qui ne permet pas à ce que les gens passent. Bon, vous n'allez pas leur parler d'autre chose. Vous devez parler de ce pont-là. Et vous devez éviter de donner de fausses promesses. Parce que le député, son rôle, c'est le plaidoyer. C'est de plaider auprès de l'exécutif. Il faut éviter de donner de fausses promesses. Parce que si vous promettez des choses que vous n'allez pas réaliser, vous êtes en train de vous enterrer politiquement. Parce qu'un jour viendra où on va vous demander de rendre compte et on va mettre vos promesses sur la table. En ce moment-là, vous n'aurez plus rien à dire. Nous, au niveau de la FDC, comme vous le savez, notre origine, c'est la société civile. Qui dit société civile, c'est-à-dire proximité avec la population. Défendre les intérêts des démunis, des faibles. Défendre les intérêts des grandes couches, comme celles des mamans, des jeunes, des personnes vulnérables. Et ce combat, nous l'avons mené depuis très longtemps, depuis la conférence nationale souveraine dans la société civile. Et c'est ce qui fait que, en fait, la population nous fait confiance. Les gens se demandent comment des gens qui n'ont pas de millions ont pu avoir autant de députés. Non. L'élection, ce n'est pas seulement question d'avoir des millions, c'est d'abord d'être crédible. C'est-à-dire être porteur d'espoir et d'espérance pour la population. Quand la population vous voit, quand la population voit quelqu'un qui portent l'insigne AFDC, ils se disent, ah, ceux-là au moins, ils pourront nous défendre. Et donc, nous allons voter pour lui parce qu'on sait que lui au moins, il fera quelque chose pour nous. Voilà ce qui fait que nous puissions avoir beaucoup de députés face à des partis qui ont des millions et des millions, mais qui n'ont pas pu avoir
même un siège ou 2 sièges, et ils sont nombreux. Voilà pourquoi nous devons, nous au niveau du secrétariat national chargé des élections, couplé avec le secrétariat national chargé de la formation, essayer de faire comprendre et d'éduquer, mais aussi de diffuser toutes ces informations de manière à ce que, quand vous voulez vous engager, vous sachiez comment le faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Donc, éviter de donner de fausses promesses, comme je l'ai dit, parce qu'il y en a qui croient qu'en venant promettre moi et merveille, c'est ça qui va faire qu'on va vous élire. Bon, peut-être vous pouvez tromper, mais à un moment donné, vous serez rattrapé. Vous savez, un mandat, c'est juste 5 années, hein, ça ne dure pas longtemps. Et donc, si vous avez menti, ça va se retourner contre vous. Et ça, il faut éviter. Et donc, nous essayons de faire la politique de qualité, si on peut dire ainsi. Pas la politique mensongère, comme à l'époque, on nous disait, quand on dit quelqu'un est politicien, tout de suite, on se dit, il est menteur. Alors, nous ne voulons pas que cette étiquette-là nous colle à la peau. Et donc, tous nos secrétariats nationaux sont en train de travailler et on va également vous dire comment procéder pour, par exemple, remplir les différents formulaires au niveau de la CENI. Vous savez qu'il y a plusieurs formulaires là-bas, C1, C2, tout ça. Et comment on va désigner celui que nous appelons le mandataire. C'est-à-dire, il y a, pour chaque circonscription, il y a toujours un mandataire adjoint. Ce sont ceux-là qui doivent chaque fois vous guider et qui doivent recevoir une formation pour remplir ces formulaires-là, qui sont quand même complexes, il faut l'avouer. Et donc, après cela, nous devons nous préparer. C'est le parti qui paiera les cautions pour tous les candidats. Mais le parti ne peut pas tout faire seul. Parce qu'il faut toujours aussi se préparer. Quand on va à la campagne électorale, on ne peut pas dire tout va être payé par le parti. Le parti peut payer votre caution, mais la caution seule ne suffit pas. Il y a des dépenses. La campagne nécessite des dépenses. Par moment, le parti contribue selon ses possibilités. Donc, le parti ne pourra apporter qu'une contribution et vous-même, vous devez déjà aussi vous préparer pour faire face à ces campagnes-là. On ne vous demande pas d'aller distribuer de l'argent aux gens, on ne vous demande pas d'aller distribuer des vivres ou des habits, mais la campagne elle-même a un coût. Prenons l'exemple de la couverture médiatique. Vous savez, quand vous organisez une rencontre, bon, si elle n'est pas couverte par les médias, elle ne sera pas connue, il n'y aura pas d'impact. Mais la couverture médiatique a un coût. Or, chez nous, vous avez plus de 200 chaînes de télévision. Donc, si vous prenez seulement une seule chaîne, bon, c'est comme si c'était une goutte d'eau dans l'océan. Donc, vous ne serez pas suivi. Donc, quand vous organisez une activité, il faut au minimum inviter peut-être 15 chaînes de télévision, bon, 10 radios, la presse écrite, mais chaque presse, chaque organe de presse va vous présenter la facture, donc vous voyez déjà vous-même, rien que pour un événement, la couverture médiatique, c'est que ça coûte. Là, je donne juste un exemple d'une dépense. Mais vous devez réunir les gens quelque part, dans une salle, mais il faut la louer. Et donc, la campagne a un coût. C'est vrai que la loi avait prévu de contribuer aux campagnes électorales, mais on n'a jamais appliqué cette disposition de la loi. Cette disposition-là, selon laquelle, quand on apporte les justificatifs, on devrait recevoir le remboursement, je crois, d'une quantité de dépenses engagées, mais ce n'est pas encore appliqué jusqu'à ce jour. Donc, il ne faut pas beaucoup compter sur ça. Nous devons compter sur nos propres moyens. D'où, j'insiste beaucoup, pour qu'une organisation puisse survivre, il faut toujours des cotisations. La cotisation, c'est un effort qu'il faut fournir. Quand on est ensemble, on ne peut pas
survivre si nous ne nous dépassons pas, si nous ne fournissons pas un effort pour dire voilà, mettons en commun nos petits moyens. Celui qui peut le plus, mais celui qui peut le moins, il le fait, mais au moins qu'on sente que chacun sait que c'est un devoir, c'est une obligation pour la survie de l'organisation. Et ça, c'est très important. Alors, vous aurez sûrement beaucoup d'autres informations en ce qui concerne justement le processus électoral. Nous sommes en train de suivre l'enrôlement. Nous ne savons pas comment vont être décidées les circonscriptions pour ceux qui sont dans la diaspora. Et nous sommes en train de suivre ça de près. Mais nous souhaitons que si par exemple, on dit bon, il y a une circonscription de 2 sièges, de 3 sièges, par exemple à Bruxelles, par exemple à Paris, eh bien, il faut qu'en ce moment-là, tous nos camarades du parti puissent se mobiliser pour soutenir les nôtres au lieu d'éparpiller les efforts. Donc, nous le saurons lorsque la loi sur la répartition des sièges va sortir, et ça, ce sera après l'enrôlement. Donc, nous aurons chaque fois un contact avec vous autres pour vous dire comment il faut procéder, et vous aussi, vous allez nous dire quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, tout ceci dans le but de maximiser nos chances d'avoir beaucoup de sièges et à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et donc, je me disais que pour ce qui est des activités du parti, il faudrait que nous puissions fonctionner de manière démocratique. C'est très important. Donc, au bout d'un temps donné, soit 2 ans, 3 ans, ça dépend de la mandature, il faut que les comités soient chaque fois renouvelés. Bon, si quelqu'un a bien travaillé et qu'il est réélu, il n'y a pas de problème. Parce qu'au départ, bon, c'était difficile, il fallait compter sur les volontaires, ainsi de suite. Mais maintenant que vous devenez une grande force, il faut vous organiser, vous structurer pour que tous les comités soient mis en place de manière démocratique, c'est-à-dire élire ceux qui doivent diriger vos structures respectives. C'est très important. J'ai vu qu'il y a un groupe important de jeunes, j'ai vu des jeunes médecins, des jeunes universitaires qui se sont fait enrôler avec les insignes de l'AFDC. Nous souhaiterions qu'on puisse avoir également des ligues des jeunes, ligues de femmes très dynamiques. Là aussi, toujours de manière démocratique, il faut le faire parce que nous sommes un parti qui tient à donner l'exemple aux autres. Vous savez, depuis notre création, nous avions créé notre site web que tout le monde connaît, www.afdcrdc.cd. Et là, à tout moment, les gens accèdent aux informations, les gens adhèrent en ligne, mais combien de partis chez nous ont réellement un site web? Je ne connais presque pas. Mais nous avons tenu à faire la différence depuis la création en 2010 de notre parti AFDC. Et donc, il faut chaque fois consulter ce site-là parce qu'il vous donne beaucoup d'informations, il vous met à jour sur les activités et vos propres activités, vous pouvez les publier toujours sur les sites pour que les autres en prennent connaissance. Et ça, c'est très important. L'AFDC, au jour d'aujourd'hui, bon, c'est dans le monde entier. J'ai vu nos comités qui sont au Japon, en Australie, en Chine, aux États-Unis, un peu partout. Et c'est par ce canal-là que nous communiquons et que nous fournissons nos rapports d'activité. Donc, il faut vous familiariser avec votre site, le site www.afdcrdc.cd. Et là, vous avez toutes les informations.
Pour le reste, je voudrais vous dire que pour la question sécuritaire dans notre pays, vous suivez toutes les activités de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a fait ce que personne d'autre n'a fait avant. Il a cité nommément l'agresseur, le Rwanda, mais aussi l'Ouganda qui fait un peu le malin, mais il est toujours dans le même coup. Et tous, ce sont ceux-là qui soutiennent justement des rébellions chez nous, mais ces rébellions ont une visée économique. Comme vous le savez, ces pays-là ont construit des raffineries, des minéraux qui n'existent pas chez eux. Donc c'est facile à comprendre. Il ne faut pas une démonstration, il ne faut pas un dessin. Lorsque quelqu'un construit une raffinerie d'or alors qu'il n'en produit pas, il construit une raffinerie de cassitérite, de coltan alors qu'il n'en a pas dans le sous-sol. C'est clair qu'il vise nos minéraux. Or, le président a été très ouvert au départ. Il a dit, moi je veux la paix avec tout le monde, et en particulier avec les voisins. Il est allé même au-delà de ce que les gens pouvaient attendre, c'est-à-dire nouer des relations, faire signer des protocoles d'accord. Le Rwanda Air a commencé à venir chez nous. Il y a eu des conventions qui ont été signées sur le plan économique pour l'exploitation des minéraux et tout ça. Mais malgré tous ces faits et gestes de bonne volonté, ça n'a pas empêché qu'on vienne lui faire la guerre, qu'on vienne nous faire la guerre. Et donc, c'est pour cette raison que, malgré tout ce qu'on veut dire, personne n'est parfait, nous ne disons pas que le président est totalement parfait, c'est un être humain, mais au moins on sent cette volonté-là, cette détermination-là. Et c'est ce qui a fait que nous, en tant qu'AFDC alliés, nous avions, surtout après qu'il ait, au cours d'une grande matinée écuménique au stade des martyrs, il avait mis ce pays entre les mains de Dieu. Rappelez-vous de cette cérémonie-là. Pour une fois, un président qui a dit, moi je mets ce pays entre les mains de Dieu. Et cela nous a poussé, nous, AFDC, à dire, voilà, nous sommes bien partis. Mais vous savez que c'est aussi biblique que lorsqu'on veut atteindre un résultat, le chemin n'est jamais droit. Il y a toujours des zigzags, mais on finit par arriver. Et donc, tout ce que nous sommes en train de vivre, les agressions, les attaques, les insultes, je ne sais quoi et quoi, c'est biblique et c'est spirituel, mais au moins on va y arriver. Quand vous voyez de grandes puissances comme les États-Unis, un président qui prête serment sur la Bible, c'est significatif. Moi, je ne suis pas religieux, je ne suis pas pasteur ni prêtre, mais je suis croyant, tout le monde sait que je suis croyant catholique. Et donc, je pense que dans tout ce que nous faisons, mettons toujours Dieu devant nous. Donc, nous, au niveau de l'AFDC, c'est Dieu et le travail. Dieu et le travail. Et ça, c'est très important. Et donc, ceci nous avait amené, nous, AFDC, de dire, voilà, nous allons vous soutenir pour votre détermination et votre engagement. La promesse que vous faites au peuple, nous y souscrivons, nous allons travailler avec vous, vous n'êtes pas magicien, mais c'est l'effort de nous tous qui fera qu'on puisse sortir ce pays-là de la misère et de la pauvreté. Un pays béni, un pays où il y a tout, mais voilà que notre peuple est compté parmi les plus pauvres du monde. Tout simplement à cause de la mauvaise gestion humaine de nous les dirigeants, ça c'est clair. Et imaginez le niveau auquel on était en 1960, des gens partaient de l'Afrique du Sud pour venir se faire soigner à Lubumbashi, partout là-bas.
Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes devenus la risée du monde. Mais nous devons briser ça. Et c'est ça que nous poursuivons en tant qu'AFDC. C'est-à-dire, nous voulons briser ce paradoxe d'un pays potentiellement riche, mais qui en réalité a un peuple pauvre. Il faut que ces richesses-là soient exploitées pour que le peuple sorte de la misère et que nous fassions de la RDC une grande puissance économique, une grande puissance militaire et pourquoi pas une grande puissance démocratique au cœur de l'Afrique, et que nous soyons respectés et que nos enfants puissent avoir des emplois, ceux qui terminent les études, que tout le monde, en tout cas la grande partie, ait accès aux soins médicaux, à l'éducation, au logement et à tous les besoins de base. Voilà, quand vous lisez le projet de société de l'AFDC, ce sont ces objectifs-là que nous poursuivons. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas pour rien que nous avions lancé la mutuelle d'assurance de l'AFDC. Nous avions lancé l'idée d'une banque populaire pour permettre à ceux qui ont des micro-projets. Parce que nous savons que nous menons la lutte ensemble, mais même si nous accédons au pouvoir, nous ne pourrions jamais donner du travail à tout le monde. Mais la seule façon de faire participer tout le monde au fruit du travail commun, c'est de permettre à ce que celui qui a un petit projet, même d'un poulailler, ou bien un petit projet agricole, ou bien un petit projet de pisciculture familiale, ou n'importe quoi, qu'il puisse avoir accès au crédit que nous mettons en place en tant qu'AFDC. Voilà en fait, chers camarades, ce que je voulais vous dire. Je sais que pour le moment, il y a beaucoup de problèmes. Nous avons des problèmes d'infrastructure, nous avons des problèmes d'énergie, nous avons des problèmes d'emploi, mais pour en sortir, il faut effectivement que chacun et chacune prenne la résolution de rompre avec le passé. Parce que si vous regardez de très près, tous nos problèmes sont liés au comportement. C'est vraiment le comportement, la mentalité. Chacun cherche son bonheur personnel au lieu de chercher le bonheur collectif. Or, dans le bonheur collectif, chacun peut y trouver son compte. Mais le fait que chacun recherche son bonheur personnel, eh bien, nous sacrifions l'intérêt général. Et dès que nous comprendrons cela, vous verrez que les choses vont bien marcher. Voilà, chers camarades, ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie infiniment, mais ceux qui auront quelques questions, nous pourrions toujours y répondre. J'ai dit et je vous remercie.